Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, eh bien, comme à l'habitude, je vais être accompagné de Marc-André Chaloux afin de regarder vers l'avant. Ça va déjà être la 14e semaine d'activité du côté de la NFL. Le portrait des éliminatoires commence à se dresser devant nous et on va également recevoir le secondaire de ligne des Alouettes de Montréal, Jeff Quentin Arcou. Jeff qui va commencer son premier camp pour les jeunes au cours des prochaines semaines. Alors, on va avoir la chance de discuter de tout ça avec lui dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va accueillir Marc-André afin de commencer l'épisode avec nos réactions excessives comme on le fait à toutes les semaines. Alors, Marc-André, je vais y aller en premier. J'espère cette semaine qu'on n'aura pas la même réaction excessive, mais souviens-toi, au cours de l'été, on avait parlé beaucoup des Falcons d'Atlanta à la suite du repêchage lorsqu'ils avaient sélectionné Michael Penix après avoir mis sous contrat Kirk Cousins. Ah ouais, Kirk Cousins, je ça te va vois venir. vraiment pas. Il a été victime de 4 interceptions la semaine dernière, dont une retournée pour un touché. Donc, ma réaction excessive à la suite de sa performance, c'est que les Falcons devraient remplacer Kirk Cousins par Michael Penix s'ils veulent participer aux éliminatoires. La semaine dernière, Cousins avait l'air vieux, il avait de la misère à se déplacer. Écoute, son interception dans la zone début, il a envoyé une balloune, comme on peut dire, dans le fond de la zone début. Il y avait 3 joueurs devant le receveur de passe. Je ne sais pas à quoi qu'il a pensé. Michael Penix, oui, c'est une recrue, mais là, on est rendu au mois de décembre. Donc là, ça fait depuis l'été qu'il participe aux entraînements, aux réunions. Pourquoi pas, là, du côté des Falcons? Parce que là, on a égalité avec les Buccaneers de Tampa Bay. Les deux équipes ont des fiches identiques. Toutefois, les Falcons détiennent le prix d'égalité sur les Bucks, étant donné qu'ils ont défait à 2 reprises plus tôt au cours de la saison régulière. Moi, je ne prendrais pas de chance du côté des Falcons. J'enverrai Penix dans la mêlée. Ça ne va pas s'améliorer, j'ai l'impression, pour Kirk Cousins. On s'est moqué de la sélection de Michael Penix au repêchage, mais là, tu vois, avec ta réaction excessive, le DG dirait, je vous l'avais bien dit que j'avais besoin d'un quart dans le top 10 pour faire une course, pour la course aux éliminatoires. Donc, tu vois, ce serait le retour du balancier. On pourrait faire, le DG pourrait dire à tout le monde, à toute la planète football, dans les dents, je vous l'avais dit. Ouais, il pourrait bien, mais en même temps, il venait de donner un contrat de 90 millions de dollars à Kirk Cousins. Ouais. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver. J'ai l'impression que Cousins va demeurer le partant pour cette semaine, mais il ne peut pas connaître un autre match comme il a eu la semaine dernière. Sinon, écoute, les partisans d'Atlanta vont exiger que Penix soit envoyé dans la mêlée. Maintenant, toi, de ton côté, c'est quoi ta Absolument. réaction excessive? Justin Tucker, Didier, il est brisé, puis les Ravens devraient le libérer simplement parce que Justin Tucker a encore raté Rien de 2 moins. placements contre les Eagles et une transformation d'un point dimanche dernier. C'est sûr que les Ravens ont perdu par 5 points. Si on calcule tout ça, ça fait 7 points. Donc, il a pas aidé, disons, les Ravens contre les Eagles, disons, dimanche, parce que les bottées qu'il a ratées, c'était souvent pour prendre les devants au cours du match. Les Ravens ont 5 défaites cette saison et les 5 défaites, c'est par un total de 22 points. Et Justin Tucker, dans ces 5 défaites-là, il a raté des bottées pour un total de 22 points. Je suis en train de dire que Justin Tucker vraiment pourrait faire la différence au niveau de la fiche des Ravens cette saison. Comme je l'ai dit, 7 points ratés par Tucker contre les Eagles, défaite par 5 dimanche. 6 points ratés par Tucker, défaite par 2 contre les Steelers lors de la semaine numéro 11. C'est juste des exemples du fait que Justin Tucker, vraiment, est en train de couler les Ravens en ce moment. Il n'y a personne qui est irremplaçable dans la vie, même pas le meilleur botteur de la dernière décennie. Je pense que Justin Tucker, son temps est révolu avec les Ravens. Ouais, ben c'est vraiment inquiétant, hein, ces performances, parce que ça date de l'année dernière, même la saison dernière, pour les bottés de plus de 50 verges, il avait eu beaucoup d'ennuis comparativement au reste de sa carrière. Puis là, ça s'est transporté cette année. J'ose croire qu'il va se replacer. C'est un vétéran, mais clairement, les botteurs, tu sais, des fois, c'est une question de confiance. Hein? Puis on dirait qu'il a perdu sa confiance. On voyait son visage après avoir raté ses bottées. Il a même raté un botté de précision d'après toucher. Les Ravens vont en avoir besoin parce que, mine de rien, Marc-André, Baltimore a encaissé sa 5e défaite là, de la saison. OK, on a déjà Mhm. 5 défaites. Puis là, je commence à me poser des questions. Est-ce que les Ravens sont réellement des aspirants au Super Bowl avec les contre-performances de Justin Tucker et déjà que la défense, la tertiaire, on en a parlé tout au long de la saison, qui est très généreuse. En fait, Baltimore est la pire défense contre le jeu aérien de la NFL. Bon, ben ça, c'était nos réactions excessives à la suite de la 13e semaine d'activité du côté de la NFL. Marc-André, on va se rejoindre dans quelques minutes
Mais pour l'instant, on va accueillir le secondaire de ligne des Alouettes de Montréal, Jeff Quentin-Arcou. Jeff qui vient tout juste de terminer sa première saison dans la Ligue canadienne de football. Alors, Jeff, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment tu te sens maintenant, là, 3 semaines après la fin de la saison de la Ligue canadienne? Premièrement, merci beaucoup Didier de me recevoir, là. C'est toujours un plaisir de venir te parler sur le podcast. Écoute, je me sens très bien. C'est sûr que la défaite, ça a pris du temps à, tu comprends, s'en remettre, oublier. Je suis prêt à faire les vacances de Noël pour commencer l'année prochaine là, du bon pied. Puis heureusement, revenir en force là, avec, comme tu l'as vu, QB Davis Alexander là, l'année prochaine. Ben oui, ben justement, écoute, je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais tout d'abord, comment tu as vécu le match à Coupe Grey, là, tu sais, de voir Toronto, vos rivaux, être en mesure de soulever à bout de bras le précieux trophée. Ils ont vaincu les Blue Bombers, mais je me dis, si je suis un joueur des Alouettes, je peux pas penser autrement qu'en me disant que, mon Dieu, on aurait pu gagner une deuxième Coupe Grey de suite si on avait été en mesure de vaincre les Argos, surtout de la façon dont Winnipeg a joué. Comment tu as vécu ça, là, de voir Toronto remporter la Coupe Grey? Écoute, Didier, si je suis honnête avec toi, je pense que c'est ça qu'on avait besoin à Montréal. Tu sais, moi, je n'étais pas là l'année dernière quand ils ont gagné la Coupe Grey. Euh, oui, on avait faim cette année, mais de voir Toronto, tes rivaux, soulever la Coupe Grey, puis avoir du plaisir, puis tu comprends, aller aux Raptors avec la Coupe, aller aux Maple Leafs, je crois que c'est ça qu'on avait besoin en tant qu'équipe. Ça nous remet le couteau dans les dents. J'ai plus faim que jamais, puis très motivé pour la saison prochaine. Ouais, puis la saison prochaine, bon, tu as fait allusion à ça tout à l'heure, ça va être Davis Alexander qui va être votre carrière partant. Comment tu as réagi à la nouvelle de sa prolongation de contrat et surtout que Danny Machocha ben, allait s'entendre que Cody Fajardo n'allait pas être de retour. Il a bel et bien dit que c'est Alexander qui va être carrière partant pour la prochaine saison. Oui, non, écoute, moi, là, si je suis bien honnête, j'ai rien contre Cody. C'est un humain exceptionnel, euh, un leader qui a été très bon pour nous. Cependant, je suis jeune, Alexander est jeune. Dans ma tête, on peut gagner très, très longtemps avec Alexander. Fait que je pense que vraiment, les Alouettes ont fait le meilleur move là, pour l'avenir de l'équipe. Ouais, ben écoute, ça, il y a juste le temps qui va nous le dire, mais il n'y a aucun doute qu'Alexander a démontré qu'il était très talentueux. Puis dans le vestiaire, ben, en tout cas, lorsqu'on vous interviewait au cours de la saison, il semble que Alexander était très apprécié dans le vestiaire, très populaire au sein de ses coéquipiers. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu te trompes pas, Didier. Alexander, c'est un gars très sociable, qui respecte tout le monde, qui parle à tous ses teammates. Il y a une connexion incroyable avec le groupe de receveurs. Puis de savoir qu'il va l'aider notre équipe l'année prochaine, c'est très rassurant. Bon, ben super. Écoute, naturellement, on vous souhaite d'avoir une belle saison 2025. Mais tout d'abord, là, toi, tu n'as pas chômé depuis la fin de la saison parce que tu es en train de mettre sur pied ton camp, un camp que tu vas tenir pour les jeunes. Parle-moi de ça, là. Premièrement, qu'est-ce qui t'a inspiré à partir de ton propre camp, puis quand est-ce que ça va avoir lieu? Écoute, Didier, il y a plusieurs choses qui m'ont inspiré, mais la première, c'est vraiment mon parcours aux États-Unis. J'ai réalisé que les Québécois, surtout, on partait déjà avec en arrière, juste par le fait qu'on ne parle pas vraiment anglais. Puis plusieurs autres choses. Si je te fais une histoire courte, j'ai décidé de redonner là, au Québec en créant mon camp, l'Académie GCA, où je ramasse là, vraiment les plus gros noms du football québécois pour venir ici à Québec, à Lévis, au Stade Onco où j'ai grandi pour redonner aux jeunes. Tu sais, ça va être un camp qui est exceptionnel. On va avoir je vois défiler les photos. On a des gars comme Mathieu Bergeron, Marc-Antoine Decoy, Kevin Mittal. J'ai vraiment là, travaillé fort pour build le plus gros roster de coach pour attirer le plus de monde possible. Puis honnêtement, là, les inscriptions se vendent comme des petits pains chauds, comme on dit. Puis on va attendre jusqu'à 250 kids. Puis mon but, c'est vraiment de donner une expérience, premièrement, aux kids. Puis deuxièmement, c'est très important de mentionner qu'on accepte les gars et les filles parce que mon camp de développement, il n'y a aucun contact. La première journée, c'est vraiment on développe les jeunes. La deuxième journée, c'est un tournoi de flag football.
Fait que je veux vraiment que les jeunes s'amusent. C'est durant la relâche du 3 et 4 mars. Si les gens veulent venir, sont intéressés, mon site internet, c'est le www.academygca.com. Alors vraiment, là, moi, on attend tout le monde. Puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me contacter, là. Ah ben ça, c'est vraiment super, Jeff, cette initiative de ta part. Je sais que Benjamin Saint-Just, c'est un camp au mois de juin. Alors, c'est bien que toi aussi, tu partes ton propre camp au printemps dans la région de Québec. Je te souhaite que ce soit un beau succès. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, les parents ou les jeunes qui jouent au football mineur, eh bien, s'ils sont dans la région de Québec, d'aller s'inscrire au camp de Jeff Quentin-Arcou. Je te souhaite que ce soit un succès. Écoute, le week-end dernier, tout à l'heure, en compagnie de Marc-André, on a parlé de la défaite des Falcons contre les Chargers. Tu as assisté à la rencontre, on a profité afin d'aller voir, bien sûr, ton bon ami, ton ancien coéquipier avec Lawrence de Syracuse, Mathieu Bergeron. Dis-moi comment le match s'est passé là, de où tu l'as regardé des estrades. Parce que ça a été vraiment une défaite dure à avaler là, pour Atlanta. Crève-cœur, Didier. Écoute, je soupais avec Mathieu là, quelques jours avant le match, puis justement, on parlait à quel point la défensive aussi avait struggled durant la saison, surtout à avoir des sacs puis tout. Puis là, moi, je me présente à Atlanta pour le match. Euh, Puis genre, je vois une toute autre défensive qui sont allés chercher jusqu'à 4 sacs, je pense 4 sacs du corps. C'était le plus de sacs Ouais, qu'ils ont eu en 5, ils un en ont eu match. La 5. défensive Ouais. était là. Exactement. Puis j'ai adoré ton analyse, puis celle de Marc-André. Marc-André, je ne sais pas si je suis prêt à renvoyer Justin Tucker quand même, mais toi, Didier, vraiment, là, je suis d'accord avec toi. Écoute, il a vendu la game. 4 interceptions. Les 4 passes, là, c'était des passes molles. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'énergie. Il était flat. Il parlait pas, il communiquait pas avec sa O-line, ses receveurs. Non, moi, je pense que tu comprends, c'est le temps pour Michael Phoenix, comme tu dis, de step up. C'est plus un Oh! rookie. Ça fait 14 semaines qu'il est là. Puis je suis sûr qu'il peut faire bien. Aussi, si tu regardes la O-line à Atlanta, c'est 5 gars extrêmement solides. S'ils peuvent amener un corps arrière qui est plus mobile, je crois que ça va énormément aider Atlanta là, pour le futur. Ah ben Jeff Cantarco qui endosse ma réaction excessive. Alors toi aussi, tu crois que c'est le temps d'envoyer Michael Penix, donc tu donnerais même pas un départ cette semaine à Kirk Cousins, tu ferais le changement de carrière maintenant? C'est qui il joue cette semaine? Attends, laisse-moi te dire ça, j'ai les matchs ici devant moi. Il joue contre les Vikings du Minnesota, au Minnesota en plus. Est-ce que tu voudrais donner le premier départ en carrière à Penix, en territoire hostile, contre une des meilleures défenses de la NFL? Ça, c'est quand même risqué, ça. Non, 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 je ne ferai pas ça cette semaine, tu as raison. Mais Kirk Cousins, s'il y a une autre performance à 4 interceptions où il est flat, pas d'énergie. Mais là, tu me dis qu'il s'en va aux Vikings. Ça va être le Kirk Cousins, d'après moi, qu'on a vu aux Vikings, qui a le couteau dans les dents. Mais combien de semaines encore il peut faire ça? Comme tu dis, ils sont premiers encore dans leur division, mais ils sont à 6-6, taille avec les Bucks. Alors, tous les matchs comptent là, à partir de maintenant, là, puis ça va être la course aux éliminatoires, là. Ouais, puis Guillaume qui me rappelle à l'oreille que Kirk Cousins va affronter son ancienne équipe, les Vikings du Minnesota. Ouais. Alors, il n'y a aucun doute qu'il ne voudra pas rater ce match-là. Alors, peut-être justement en affrontant son ancienne équipe, ça va lui permettre de se replacer, parce qu'il n'y a aucun doute qu'il va vouloir bien jouer contre son ancienne formation. Bref, on va surveiller ça, il n'y a aucun doute, au cours de la 14e semaine d'activité. Falcons contre Vikings, ça va être un des meilleurs matchs. Ça devrait être un des meilleurs matchs présentés dans la NFL cette semaine. Ben écoute, Jeff, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite de bien profiter de la saison morte. Puis encore une fois, je te souhaite de connaître du succès avec ton nouveau camp pour les jeunes dans le Québec. Merci beaucoup, Didier. On se revoit bientôt. Ben oui, porte-toi bien. Alors, encore une fois, on vous invite à aller vous inscrire au camp de Jeff Quentin Arcou qui aura lieu durant la semaine de relâche dans la région de Québec. Marc-André va revenir se joindre à moi afin d'y aller de notre survol en vue de la 14e semaine d'activité du côté de la NFL. En tout cas, ça me fait chaud au cœur, Marc-André, de voir que
Jeff partage ma réaction Hum. excessive concernant Kirk Cousins et Michael Penix. Il faut dire que la mienne, je voulais dire à Jeff que c'est une réaction excessive, hein. J'ai poussé un peu la note, au niveau de Justin Tucker. Je pense pas réellement que les Ravens vont s'en départir, mais quand même, pour le bien de l'exercice, j'ai décidé de pousser la note et de dire que, à cause des mauvaises performances, ben, les Ravens devraient penser peut-être à embaucher un autre botteur, mais je le pense pas vraiment. Je pense qu'on va vivre et mourir du côté des Ravens avec Justin Tucker. On a eu tellement de succès avec Tucker au fil du temps. Là, je Ouais. pense que John Harbaugh va se montrer patient, mais c'est vrai que ça commence à être alarmant, là, ses performances. Donc, on passe, Didier, à la semaine 14 dans la NFL, un tour d'horizon des Oui. affrontements, et ça commence jeudi avec les Packers qui ont une fiche de 9 victoires, 3 défaites. Ils vont se rendre à Détroit pour affronter les Lions avec une fiche de 11 victoires et une défaite. On ne sait pas si les Packers ont vu le TikTok de Jahmyr Gibbs pour prendre des notes sur le cahier de jeu, sur les jeux des Lions. Mais j'ai bien hâte de voir cet affrontement-là entre ces deux rivaux de division. Ouais, pour les gens qui ont pas vu ça sur les réseaux sociaux, Jahmyr Gibbs il a mis une vidéo de lui qui dansait dans une salle de réunion des Lions de Détroit. Le problème, c'est que derrière lui, il y avait un tableau où il y avait le nom de plusieurs des jeux, des formations des Lions de Détroit. Là, il a publié ça sur TikTok. Mais tu vois, je sais pas si tu as vu Marc-André, Dan Campbell, bon, Dan il a dit qu'il Campbell, n'a pas trouvé que ouais. c'était ouais, il a trouvé que c'est pas la meilleure idée que Jahmyr Gibbs a eue, mais toutefois, il a dit, écoutez, là, on va pas perdre de match à cause de ça. Donc, il semblait pas s'en faire plus que ça, là, que certains des Je, secrets en attaque des Lions ont été dévoilés. je, je sais pas s'il était fâché. En fait, il a adouci, il a calmé la tempête, là. Je sais pas si au fond de lui, il est fâché quand Mhm. même, parce que souvent, les équipes de football, il y a tellement de secrets. Puis voir des choses comme ça, j'imagine pas Dan. C'est sûr qu'il a dit la bonne chose, mais au fond de lui, peut-être que Jahmyr Gibbs s'est fait parler entre les deux oreilles, à micro fermé, du côté des Lions. Oh, oui, oui. Ouais, non, je suis pas mal certain que ça. Là. Ouais. C'est certain que Dan Campbell a eu une conversation avec lui dans le bureau, là, avec la porte fermée. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour en venir à la rencontre, ça va être le deuxième affrontement de la saison entre les Packers et les Lions. Les Lions qui avaient battu les Packers lors de la neuvième semaine d'activité. Puis Détroit avait vraiment contrôlé la rencontre. Puis le match avait eu lieu à Green Bay lors de la neuvième semaine. Alors cette fois-ci, les deux équipes vont s'affronter au Ford Field. J'ai pas de raison de croire que le résultat va être différent. Moi, je crois que les Lions vont être en mesure de l'emporter face aux Packers de Green Bay. Les Packers, bon, ils sont allés d'une bonne performance la semaine dernière contre les Dolphins de Miami. Mais les Dolphins sont une équipe molle. Ça, c'est tout le contraire des Lions de Détroit. On sait que les Lions jouent avec robustesse, autant en attaque qu'en défense. On joue avec beaucoup d'attitude. Et moi, j'ai toujours des réserves face à Jordan Love. J'ai pas encore vu Love connaître une performance solide cette année, selon moi. Bon, il a évité les revirements la semaine dernière, mais c'est vraiment le jeu au sol et Josh Jacobs qui a été en mesure de mettre sur pied des séquences du côté des Packers de Green Bay. Bon, ça n'a pas été un mauvais match de Jordan Love, mais là, à Détroit, avec la foule bruyante, moi, je suis obligé de prendre les Lions. Marc-André, je ne sais pas, toi, tu y vas avec qui, mais moi, je crois que les Lions vont poursuivre leur séquence victorieuse. Je suis encore sur l'équipe molle. Les Packers sont le Philadelphia que tu sors, que tu mets sur le comptoir 2 heures avant pour ensuite le mettre dans ta recette. Non, mais moi un point que j'aimerais surveiller, c'est la défense des Lions. On commence à être vraiment amoché, là. On a perdu au fil du temps Hutchinson, mais là, on a Mm. Anzalone blessé, Malcolm Rodriguez, Marcus Davenport, Carlton Davis. Bref, ça commence à faire beaucoup de monde en défense. Je pense que les Packers vont pouvoir marquer des points contre les Lions cette semaine, surtout que Jordan Love, on s'en souvient l'année dernière, c'est à partir du mois de novembre qu'il a commencé à mieux jouer. Et encore là, à ses 3 derniers matchs, Jordan Love, 5 passes de toucher, une interception à ses 3 derniers matchs. Donc, je pense peut-être que les Packers vont rendre la chose plus serrée, mais encore là. Euh, les Packers ont une fiche de 8-0 contre des équipes qui ont une fiche supérieure à 500 cette année. Ils ont une fiche de 1-3 face à Oh, des c'est équipes impressionnant, inférieures, ça. pardon, à 500 et fiche de 1-3 face à des équipes qui ont une fiche supérieure à 500. Donc, je pense que les Lions vont Ah, l'emporter aussi face aux Packers. Ouais. ah. OK, bon, les deux ont choisi Détroit pour l'emporter. Les Falcons à 6-6 vont affronter les Vikings de Minnesota à 10-2. Vous en avez parlé avec Jeff tantôt.
C'est un match revanche pour Kirk Cousins, un match revanche qui arrive potentiellement au mauvais moment pour Kirk Cousins. Aucune passe de toucher, 5 interceptions, 4 échappées. C'est l'enfer à ces 3 Ouf. derniers matchs. Il t'a soulevé le point de Michael Penix. Je pense qu'on ne le fera pas, surtout pas cette semaine, mais je pense que la question mérite d'être posée dans le cas chez les Falcons. Ouais, ben écoute, on en a parlé tout à l'heure. Bon, de donner un premier départ en carrière à Phoenix, au Minnesota, territoire hostile, contre une des bonnes défenses de la NFL, ce ne serait pas vraiment la meilleure chose. Puis je pense que Kirk Cousins mérite d'avoir une autre opportunité. On fait quoi s'il va d'une autre performance désastreuse? Là? Puis là, il est devenu une machine à revirement. Tu viens de mentionner ses statistiques. Puis comme Jeff l'a dit, la défense des Falcons, la semaine dernière contre les Chargers, elle a connu son meilleur match de la saison. Avant la Mhm. rencontre, on avait seulement 10 sacs. Imagine-toi, là, on est rendu au mois de décembre, on avait seulement 10 sacs. On en a réussi 5 aux dépens de Justin Herbert. On a vraiment bien joué. Puis malgré tout, ben, c'est Cousins qui a donné le match aux Chargers. Je ne veux pas simplifier les choses, mais c'est vraiment ça qui est arrivé. Et puis même Jeff qui était sur place, lui aussi, il semblait troublé par la performance du carrière partant des Falcons d'Atlanta. Alors là, on s'en va au Minnesota contre les Vikings. La foule bruyante, la défense à Brian Flores. Et on sait, c'est une chose que Flores fait bien, c'est de mêler les carrières là, avec ses stratégies, en avoir des blitz, ou des fois en donnant l'impression qu'on va envoyer des blitz, mais on recule en couverture de zone. Les Falcons vont avoir des opportunités. Parce que la tertiaire des Vikings, elle est suspecte, elle est vulnérable si on n'est pas en mesure d'appliquer de la pression sur Cousins. Moi, je vais choisir le Minnesota afin de l'emporter parce que Kirk Cousins fait le cadeau du ballon à l'adversaire et Sam Darnold, depuis quelques semaines, il fait du bon boulot. Il n'est pas victime de revirement et il joue, il est solide. Alors moi, je choisis les Vikings pour l'emporter. Et toi, qui tu choisis entre les Falcons et le Minnesota? Je vais vous parler d'ailleurs de Sam Darnold dans le segment Fantasy, mais tu as raison. Kirk Cousins, je pense sincèrement que les Falcons, pour essayer d'éviter un peu les revirements ou de redonner confiance à Kirk Cousins, vont vouloir utiliser Bijan Robinson, vont vouloir s'en remettre à leur jeu au sol. Sauf que le problème, c'est que c'est la force de la défense des Vikings. On est la meilleure unité contre le Mhm. jeu au sol dans la NFL cette saison, donc je pense pas qu'on va connaître beaucoup de succès du côté des Falcons. Moi aussi, je pense que la tertiaire, je suis un peu comme toi, je la trouve généreuse, celle des Vikings. Sur papier, on... Kirk Cousins devrait lancer des passes de toucher cette semaine, mais ça, c'est seulement sur papier. Là, il reste à voir si justement la confiance est au rendez-vous. Moi aussi, je vois pas les Falcons gagner ce match-là, je vois les Vikings. Les Vikings, vraiment, on est opportunistes, on se lève dans les moments importants. On a une fiche de 7-1 dans les matchs décidés par un touché au moins. Donc, moi aussi, je pense que les Vikings, ça va se poursuivre cette semaine et vont l'emporter contre les Falcons. Les Seahawks de Seattle à 7-5 vont affronter les Cards à 6-6. C'est le deuxième duel entre les deux équipes en 14 jours. Et lors du premier duel, lors de la semaine numéro 12, ça avait fini 16-6 pour les Seahawks. On avait vraiment limité Kyler Murray du côté de la défense de Seattle. Oui, puis ça, c'est un gros match. Hein? C'est pour le premier rang de la section ouest de Mhm. l'association nationale. Tu sais, les Cardinals, ça allait bien. Là, on vient de perdre quoi? Nos 2 derniers matchs. Alors que du côté des Seahawks, bon, on a battu de peine et de misère les Jets à New York. Heureusement qu'Aaron Rodgers est fini. On a été en mesure de l'emporter. Mais moi, on a remarqué une amélioration là, du côté de la défense des Seahawks lors des dernières semaines. La question de savoir ce que Geno Smith peut éviter les revirements. Les mauvaises interceptions, interceptions dans la zone critique ou dans la zone début, on l'a vu depuis le début de la saison, on l'a servi trop souvent de la part du vétéran carrière. Mais je pense vraiment que défensivement, les Seahawks devraient être en mesure de contenir Kyler Murray. Ça, c'est simple. On l'a vu la semaine dernière. Lorsque Murray, on le force à rester dans la pochette, il n'est pas capable de voir par-dessus les joueurs de la ligne à l'attaque. Il a été victime d'une très mauvaise interception. À un moment donné, il a envoyé le ballon à l'aveuglette. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il a été Mhm. intercepté. Donc, je pense que les Seahawks commencent à avoir le vent dans les voiles, du moins défensivement. Ils vont être en mesure de l'emporter en Arizona, mais ça va être un match très serré, là, parce que c'est pratiquement un match éliminatoire. Là. Les Cardinals ne peuvent pas se permettre d'encaisser un autre revers. Puis là, ça va permettre aux Seahawks d'augmenter leur avance en tête de la section par 2 matchs. Contre les Jets, les Seahawks, Didier, ont eu 10 courses à la ligne de 1. Combien qu'on a inscrit de touchés? Zéro. Zéro. Zéro touché à 10 Ouais, c'est courses à pas la fort, ligne de ça. 1, puis on n'est pas capable d'inscrire un touché. Ça n'a pas de sens.
Puis j'ai ma petite idée aussi au niveau de Kyler Murray. On a vraiment bien contenu d'ailleurs chez les Seahawks lors du premier match Kyler Murray par la course. On devrait peut-être donner du Ouais. crédit à Mike McDonald qui a passé sa vie à l'entraînement chez les Ravens, à devoir trouver des solutions pour contrer Lamar Jackson. Donc peut-être qu'on a développé vraiment une stratégie adéquate pour contrer justement ces quarts mobiles-là. Je pense que les Cards vont l'emporter, vont niveler les chances dans la série, vont niveler la série à 1-1 face aux Seahawks. Euh, les Seahawks ont 6 victoires de suite contre les Cards. Je pense que ça s'arrête ce dimanche. Je pense que les Cards vont l'emporter celle-là. Toi, t'as pris les Cards? J'ai pas. Oui, t'as pris les Cards aussi? J'ai pris les Seahawks, moi. Moi, je prends les Seahawks. Ah, les Seahawks? OK, 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 OK. Ouais. Les Seahawks. C'est bon, c'est bon. Les Bills Je à pense qu'ils ont le 10 vent dans et les 2 vont voiles. affronter. OK, OK. Les Bills à 10 et 2 vont affronter les Rams à 6 victoires et 6 défaites. Buffalo, ben écoute, c'est un rouleau compresseur en ce moment, 7 victoires de suite. Et on a marqué 30 points ou plus dans 6 matchs de suite. Donc, pauvre Rams qui se doit vraiment de gagner pour rester justement dans la course. On affronte l'une des équipes la plus haute de l'heure dans la NFL. Je ne sais pas si c'est eux ou les Eagles, mais en tout cas, la plus haute dans l'association américaine, assurément. Ouais, écoute, puis ça a été toute une performance à part de Josh Allen, là. Tout le monde a vu cette passe de toucher qu'il a complétée à lui-même la semaine dernière. Mais c'est ça, les Bills. Tu sais, ça faisait quelques années, j'en parlais, comme quoi que cette équipe-là n'était pas construite pour jouer à Buffalo. Puis là, on a apporté des ajustements durant la saison morte. D'abord, on a changé l'identité de l'attaque. On mise beaucoup plus sur le jeu au sol qu'on le faisait lors des dernières saisons. Puis là, cette transformation-là de l'attaque, ben, c'est exactement ce qu'on a besoin. On voit l'effet saillant présentement de la victoire des Bills contre les Niners. Il neigeait à Buffalo. Lorsque tu joues à Buffalo, tu n'as pas le choix d'avoir une équipe qui a une bonne attaque au sol. Du moins, tu ne peux pas avoir une attaque unidimensionnelle par la passe, ça ne va pas fonctionner. Puis on a vu que Buffalo a eu des ennuis lors des matchs éliminatoires lors des dernières années à cause de ça. Maintenant, on est construit pour connaître du succès à domicile. Là, la rencontre va avoir lieu à Los Angeles, au SoFi Stadium, mais je crois quand même que les Bills sont la meilleure équipe contre les Rams. C'est simple. Du côté des Rams, euh, j'aime Matthew Stafford, j'aime bien Sean McVay, mais là, on commence à manquer d'essence en fin de saison du côté de Los Angeles. Je crois que les Bills, on a une autre équipe ça, qui a le vent dans les voiles. Alors, du côté de Buffalo, on aimerait être la première tête de série du côté de l'association américaine en éliminatoire. Il faut continuer de gagner. Je ne crois pas qu'on va échapper ce match-là à Los Angeles contre les Rams. Surtout les Bills, on court avec le ballon. C'est ce qui fait la différence avec les autres années depuis que justement que Joe Brady a pris les rênes de l'attaque. On a inscrit en moyenne 153 verges au sol par match depuis la semaine numéro 10. C'est vraiment la clé du succès pour les Bills. James Cook fait de l'excellent travail. On a vu que Ray Davis également peut être un excellent second. Les Bills, Didier, fiche de 3-0 face à l'ouest de la nationale cette saison. Et je veux parler un peu de carnet mondain pour terminer de parler des Bills. Josh Allen s'est fiancé à Alice Steinfeld dernièrement, qui est l'actrice personnellement que j'ai connue dans Ouais, la série l'actrice, ouais. Hawkeye. Et, et elle est de Los Angeles et elle fêtera son anniversaire la semaine prochaine. Donc, Josh Allen, là, les parents de sa fiancée vont être au match. On va vouloir fêter son anniversaire. Il ne voudra pas décevoir sa nouvelle fiancée. Donc, il va jouer un autre grand match. Je pense que les Bills vont l'emporter face aux Rams. Matthew Stafford va connaître une autre journée difficile au boulot. Il a subi 13 sacs du corps à ses 2 derniers matchs contre les Bills. Je pense que ça va se poursuivre. Donc, Josh Allen et les Bills, une 11e victoire cette saison. On doit vraiment mettre de la pression sur les Chiefs de Kansas City. Bon, alors ça fait pour les potins d'Hollywood, c'est mieux de ne pas nous parler de Taylor Swift qu'on va parler des Chiefs. Ah ben justement, c'est la prochaine rencontre, Chargers contre Chiefs, ouais. Oui. Les Chargers à 8 victoires, 4 défaites vont affronter les Chiefs à 11-1. Les Chiefs Didier, c'est incroyable cette année. On trouve toujours des façons de gagner où l'équipe adverse nous permet toujours de gagner. Là, on a une mauvaise remise des Raiders qui a pratiquement coûté le match à Las Vegas. Les Chiefs l'ont emporté de façon inextrémiste. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe avec Kansas City cette saison, mais il y a un prophète du sport qui a dit que les bonnes équipes font leur chance.
Écoute, même les joueurs des Chiefs, après la victoire, tu sais, une fois qu'ils ont vaincu, les Raiders se sont assurés d'une place en éliminatoire, mais même eux, ils n'étaient pas contents d'avoir gagné le match de cette façon-là. Mm. C'est simple, les Raiders, tu sais, c'est pas juste là, la mauvaise remise. Les Raiders ont été la meilleure équipe pendant tout le match. Ils ont gagné plus de verges en attaque. Aiden O'Connell est bien paru contre la défense des Chiefs, qui est une des bonnes de la NFL. On a été capable de courir avec le ballon du côté des Raiders, ce qu'on n'avait pas fait depuis le début de la saison. Puis, il ne faut pas oublier que la semaine précédente, ça a tout pris en Caroline pour que les Chiefs l'emportent. Ça a pris un tour de magie en prolongation de la part Mhm. pas en prolongation, mais à la fin du quatrième quart de la part de Patrick Mahomes pour s'évader, pour quitter Charlotte avec une victoire. Écoute, c'est inquiétant, moi, je trouve, Kansas City. Parce qu'en plus de ça, la ligne à attaque, les deux bloqueurs sont mauvais. Là. Tu sais, on l'a vu durant le match, on a changé de bloqueur à gauche. Malgré tout, on avait des ennuis. Ça, éventuellement, ça va venir attraper Kansas City. Je crois pas, à cause de ça en particulier, je crois pas que les Chiefs vont être en mesure de gagner un troisième Super Bowl de suite. Mais je vais les choisir quand même afin de l'emporter contre les Chargers. Parce que les Chargers, premièrement, ils auraient dû perdre le match à Atlanta. C'est Kirk Cousins, comme on l'a dit tout à l'heure, qui leur a donné la victoire. Mais à la position de receveur de passe, on a un problème. Là. Quentin Johnson qui continue d'échapper des passes. Alors, je crois que les Chiefs sont plus fiables présentement que les Chargers. Si Los Angeles l'emporte, ça ne me surprendrait pas. Mais on n'a plus J.K. Dobbins non plus dans le champ arrière. Alors, je vais choisir Kansas City. Isaiah Pacheco effectue un retour au jeu la semaine dernière. Ça aurait été un retour au travail progressif. Il partageait le champ arrière avec Karen Hunt. Je pense qu'on va lui donner le ballon plus souvent. Alors, moi, je choisis les Chiefs pour l'emporter. Dans un match serré, puis tous les matchs, les Chiefs sont tout le temps serrés. Il me semble qu'on a dit, à pareille date l'année dernière, on se disait, oh non, les Chiefs, ça va pas super bien, ils gagneront jamais le Super Bowl cette année. Puis l'année d'avant, ça a été la même chose. On disait, oh non, les Chiefs, cette année, là, ils ont un petit passage à vide, l'attaque ne fonctionne pas. Ils ont gagné le Super Bowl quand même. Donc oui, probablement en ce moment, l'équipe de 11, c'est probablement l'équipe avec 11 victoires, une défaite dans l'histoire de la NFL qui est la plus susceptible ou qui fait le plus peur. Mais il ne faut jamais gager contre les Chiefs, Didier. Tu devrais apprendre ça. Euh, moi, je veux parler de DeAndre Hopkins et de son impact depuis son arrivée pour Patrick Mahomes. Avec DeAndre Hopkins, Patrick Mahomes, en 6 matchs, a lancé 13 passes de toucher, a été victime seulement de 3 interceptions. Et sans DeAndre Hopkins, c'était 6 passes de toucher et 8 interceptions en 6 matchs. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'avec la venue de DeAndre Hopkins, il y a un impact parce qu'on a peut-être un peu plus de respect pour ce groupe de receveurs-là. On met peut-être moins de pression sur Patrick Mahomes. Ça l'aide à connaître de meilleurs matchs, de meilleurs résultats, de meilleures statistiques également. Et tu as parlé de l'absence de J.K. Dobbins du côté des Chargers. Je pense qu'elle est vraiment importante parce qu'on a vu que Gus Edwards, c'est vraiment pas la solution au poste de porteur de ballon du côté. Je pense qu'il a vraiment énormément ralenti. Et là, on va potentiellement voir la recrue Kimani Vidal avoir plus d'opportunités également. Sauf que les Chargers, vraiment, on compte sur notre défense et l'attaque aussi ne commet jamais de revirement. 6 revirements commis cette saison du côté de l'attaque des Chargers, c'est le plus bas total dans la NFL. Donc, il va falloir vraiment continuer dans la même veine si on veut vaincre les Chiefs. Justin Herbert a lancé seulement une interception cette saison. Mais par contre, moi, je pense que les Chiefs vont l'emporter à domicile. La statistique du jour fiche de 14 victoires, une défaite en 15 matchs disputés le dimanche en décembre du côté des Chiefs. C'est un peu niché, mais je pense que les Chiefs vont remporter ce match-là et ainsi s'assurer d'un 9e titre de section consécutif. Ah ben parfait, on voit ça du même œil. Là, on n'a pas beaucoup de choix différents. Là. Je pense qu'on en a juste eu un jusqu'à Ouais, présent. mais ça s'en vient, inquiète-toi pas. En rafale, lors Oui, de la ok. semaine numéro 14, les Jaguars, Let's à go, on 2 y va. victoires et 10 défaites, vont affronter les Titans qui sont 3 et 9. Côté des Jaguars, ce sera potentiellement le retour de Mac Jones au poste de corps. Je ne vois pas comment Trevor Lawrence va pouvoir disputer ce match-là. Et je veux parler de Nick Westbrook à Kiné. C'est tout simplement fantastique du côté des Titans ce qu'il fait cette saison. Il Ben a ouais, c'est un des seulement receveurs les 20 plus catchs cette productifs de la saison. NFL. 20 catchs, 8 touchés. La moyenne de touchés par attrapé est tout simplement incroyable. Ah, j'avoue, hein, c'est vraiment quelque chose, ça, là. Mais écoute, les Titans, oui, tu l'as dit. Bon, Trevor Lawrence devrait rater la rencontre. On enregistre le podcast mercredi matin. Les équipes vont commencer leur préparation aujourd'hui. Mais
écoute, avec le coup qu'il a reçu de la part du secondaire de ligne Aziz Al-Shahir, des Texans de Houston qui a été suspendu pour 3 matchs, hein, en passant, à la Mm. suite de ce cheap shot. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Là. On va dire ça en anglais, là, ce coup sournois qu'il a donné à la tête de Trevor Lawrence. Je Mais même avec lisais, Trevor Lawrence, moi, je choisirais les Titans du Tennessee pour l'emporter. Puis c'est ce que je vais faire. Je vais choisir le Tennessee. Le match a lieu au Tennessee. Alors, une victoire des Titans. Je lisais des articles sur ça d'ailleurs, sur cet incident-là. Puis les gens disaient peut-être que Trevor Lawrence a pas glissé, a glissé trop tardivement aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un petit côté, peut-être que Trevor Lawrence aurait dû glisser plus rapidement parce qu'on se dit par la suite, souvent on voit Patrick Non. Mahomes faire ça, il fait comme une feinte de vouloir se jeter au sol. Fait que le joueur défensif arrête de jouer, puis finalement gagne quelques verges de plus. Je ne sais pas s'il y a vraiment une zone grise à ce moment-là dans la NFL au niveau justement de la protection des corps arrière. Non, moi je crois que c'est délibéré par Al Shahir. Là. C'est aussi simple que ça parce que, OK, tu dis, bon, supposons là, OK, on accorde que Lawrence a attendu trop longtemps pour glisser. Pour glisser. Mais clairement, Al Shahir visait la tête là, avec son avant-bras. Il a donné un coup d'avant-bras, un coup de coude. Dans quelles circonstances est supposé de viser la tête d'un joueur adverse de cette façon-là? Aucune. Même si la glissade était trop tard. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec la suspension qui lui a été donnée. Peut-être que là, étant donné qu'il va en appel, on va réduire ça de 3 matchs à 2. Mais je suis d'accord avec la suspension, je suis d'accord avec l'expulsion. J'étais à la description au Red Zone avec Jasmin Leroux, puis les deux, immédiatement, on s'est dit, regarde, il doit être expulsé de la rencontre. C'était complètement délibéré. Pour moi, il n'y a pas de débat afin de savoir est-ce que Lawrence a glissé trop tôt, trop tard, peu importe. Le geste de Al Shahir, c'était clairement une tentative de blessure. Peu importe ce qu'il a dit après, il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Mais écoute, pour moi, c'est sans équivoque. Là. Ça méritait une suspension. À l'ère des réseaux sociaux, ça a dégénéré. Ça, c'est une autre histoire, par exemple. Mais ça, c'est. On peut rien y faire en 2024. C'est un peu ça, les réseaux sociaux. Les gens Malheureusement, ouais. on manque souvent parfois de discernement ou de sang-froid, disons, lorsqu'on est derrière un clavier. Ça, c'est mon Ouais, c'est opinion. que les gens, lorsqu'ils Euh, sont derrière leur clavier d'ordinateur ou sur leur téléphone, ils se permettent de se dire des choses qu'ils ne diraient jamais en plein visage. Hein, exact, on voit la vraie nature des gens exactement. des fois sur les réseaux sociaux. Mm. Bref, les Titans ont remporté 9 des 10 derniers duels entre les deux équipes et moi aussi, je choisis les Titans pour l'emporter à domicile. Les Jets, à 3 victoires et 9 défaites, vont affronter les Dolphins qui sont 5 et 7. Didier, on va fêter le 3e anniversaire du dernier match d'Aaron Rodgers où il a lancé pour plus de 300 verges par la passe. C'était lors de la semaine 14 en 2021. Il a lancé pour moins de 200 verges dans 3 matchs consécutifs. Ça pour vous dire que je prends les Dolphins pour l'emporter à domicile. Ben, écoute, je ne sais pas si c'est une statistique qui nous démontre plus qu'Aaron Rodgers, il est fini. Écoute, près de 3 ans sans avoir amassé 300 verges par la passe, mais on 3 ans, sait qu'il a raté toute la saison l'année dernière. Mais quand même. ouais, Et puis, je sais pas si tu l'as vu jouer, mais tu sais, il attaque même plus les zones profondes. Sérieusement, il est rendu au bout du rouleau. Ça fait mal maintenant de le voir jouer de cette façon-là. Lui qui a été un grand joueur. On va jouer contre les Dolphins. Bon, ils ont perdu la semaine dernière à Green Bay contre les Packers. Mais avant ce match-là, Miami jouait bien. En particulier, le front de la défense des Dolphins jouait bien. Moi, je choisis Miami afin de l'emporter parce qu'en attaque, ça commence à être limité. Qu'est-ce qu'on peut faire, du moins, avec l'attaque aérienne des Jets et Aaron Rodgers au poste de quart. exactement. Et petit aparté fantasy, Garrett Wilson sur votre banc, Davante Smith aussi cette semaine. Les Saints de la Nouvelle-Orléans à 4 et 8 vont affronter les Giants au New Jersey à 2 et 10. C'est dans ce match-là, les Giants, c'est là on va se différencier, Didier. Es-tu prêt? Les Giants ont une fiche de 0 et 6 à domicile cette saison. Je pense que s'ils Ah peuvent non. gagner un match à domicile, c'est celui-là. Je prends les Giants pour l'emporter. Ouf. Sur une échelle de 1 à 10, ta confiance ou 10, tu es extrêmement confiant. À quel point tu es confiant que les Giants vont gagner ce match-là? 6, mettons. Un 6 sur 10. Écoute, j'y ai Ouais, je suis pensé dans le moi aussi. milieu, là. J'ai pensé à prendre les Giants. Ouais, t'es dans le milieu. Mais honnêtement, moi aussi, Mhm. là, j'ai pensé à prendre les Giants, mais je n'étais pas capable. J'ai pris les Saints.
pour gagner cette rencontre-là. Rien ne va plus du côté de New York. La Nouvelle-Orléans qui a raté une belle opportunité la semaine dernière de gagner un match. Naturellement, Derek Carr qui n'a pas été capable de livrer la marchandise à la fin de la rencontre. Mais bon, je pense que les Saints sont une équipe plus talentueuse. Mais ils vont être sans les services de Taysom Hill. Hein. Je ne sais pas si tu as vu Hill qui a subi une grave Mm. blessure à un genou. Rendu à 34 ans, c'est peut-être la fin de sa Ça carrière. fera le Lui qui a reste de la subi saison. Ouais, exact. ouais, ben ouais, il a subi une multitude de blessures lorsqu'il jouait à l'université BYU. Il avait déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs, un de ses genoux, subi une fracture à un pied, une fracture à une jambe. Tu sais, sa liste de blessures était très longue dans les rangs universitaires. Alors, ça m'a fait mal au cœur de voir ça, parce que Taysom Hill, c'est un joueur que j'aime. Tu sais, il est tellement polyvalent. Il a un rôle très important du côté de l'attaque des Saints, surtout lorsqu'on arrive dans la zone critique afin de donner un coup de main à Derek Carr. Donc, oui, c'est possible que les Giants s'emportent, qu'ils aillent chercher une première victoire à domicile cette année. Mais je ne vais pas choisir New York, je choisis la Nouvelle-Orléans. Les Saints ont accordé 156 verges au sol aux Rams la semaine dernière. Je m'attends à un grand match de Tyron Tracy. Puis je pense que, justement, les Saints également, sur la route, c'est difficile. Fiche de une victoire, 4 défaites cette saison. Mais on a une fiche de 0-3 lors des matchs à l'extérieur. La victoire, c'était en dedans, à Dallas. Donc, d'autres arguments pour ma prédiction des Giants pour l'emporter. Mais est-ce que je suis confiant? Pas du tout. Mais je pense que c'est ça. Drew Lock va en gagner une. Les Panthers, à 3 victoires et 9 défaites, vont affronter les Eagles à 10 victoires et 2 défaites. Je pense qu'à l'issue du match, on peut pas vraiment en discuter, et non discutable. Mais moi, je veux parler de Bryce Young parce que c'est vraiment le jour et la nuit depuis qu'il a passé quelques temps sur le banc à regarder Andy Dalton. Il est vraiment, il a l'air d'un corps plus confiant, plus décisif aussi, plus efficace dans sa prise de décision. Moi, je trouve ça fascinant à quel point Bryce Young est devenu un quart professionnel, il est devenu un quart de la NFL. Puis ça a pris quoi? Ça a pris 3 semaines seulement sur le banc. Moi, il m'a impressionné face aux Buccaneers la semaine dernière. Mais lorsqu'on regarde jouer Bryce Young, clairement, il est plus détendu qu'avant. Je ne sais pas si tu te souviens, avant, lorsqu'on le voyait, toujours tendu, souriait jamais. Puis là, depuis qu'il est revenu au jeu, Mm. quand il réussit des belles passes ou qu'un de ses coéquipiers fait un beau jeu, tu le vois sourire, tu le vois détendu. Il semble être confiant. Il ressemble au Bryce Young juste par son attitude. Là, je parle juste de son attitude. Il ressemble au Bryce Young qu'on voyait avec le Crimson Tide d'Alabama. Puis d'ailleurs, il y a quelques semaines, le vétéran Adam Thielen, ça a été un de ses conseils envers Bryce Young. Il a dit, arrête d'essayer d'être parfait. Il dit, premièrement, amuse-toi, puis envoie le ballon près de nous. Puis nous, en tant que receveur, on va se charger d'attraper le ballon, de Mm. faire des jeux sur le ballon. Donc, il semble être beaucoup plus détendu. Ça, c'est encourageant là, du côté de l'organisation des Panthers. Ça veut peut-être dire qu'on n'aura pas besoin de dépenser un choix de première ronde sur une autre carrière lors du prochain repêchage. Là, on va affronter les Eagles, et les Eagles, en parlait tout à l'heure, qui sont une des équipes de l'heure du côté de la NFL. Un match piège pour Philadelphie. Parce que la semaine Oh non. suivante, on va affronter les Steelers de Pittsburgh. Alors, pour ton équipe des OK. Eagles, il faut qu'on soit concentré sur les. On a vu leur gas. OK, on peut oublier les Panthers les 2, 3 premiers mois de la saison. On joue beaucoup mieux. Alors, moi, je vais choisir les Eagles naturellement afin d'emporter. Le match a lieu à Philadelphie. Il faut faire attention du côté des hommes de Nick Sirianni. On ne peut pas s'endormir sur les Panthers et penser à notre bataille avec les Steelers la semaine prochaine. Je ne sais pas si Saquon Barkley, il va dire en entrevue qu'il préfère remporter un titre de Super Bowl que de battre le record d'Eric Dickerson. Mais tu sais, un athlète, c'est fier. Puis je suis convaincu qu'il aimerait battre ce record-là. Et les Panthers, ben, c'est un affrontement assez alléchant pour piler, pour piler de statistiques, pour piler les verges, pour en ajouter 150-200. Donc, j'imagine que Saquon Ouais, Bucky Barkley Irving va a connu tout un match la semaine dernière contre Ouais, eux, justement, hein, 156 au sol. verges au Ouais. sol et par la passe aussi, je Mhm. pense qu'il est pas loin de 200 verges total. Mais ouais, fait que Saquon Barkley, les Eagles, 8 victoires de suite. Et dans ces 8 victoires-là, on a commis seulement 3 revirements. C'est vraiment ça la clé du côté des Eagles. Je suis en train de me réconcilier tranquillement pas vite avec Nick Sirianni et je vais choisir les Eagles pour l'emporter. Donc, les Browns, à 3 victoires et 9 défaites, vont affronter les Steelers à Pittsburgh, 9-3. Didier, on a eu le droit lundi soir à l'expérience complète. Ah, Jameis Winston, qui a lancé 6 passes de toucher, 4 à ses coéquipiers et 2 à l'adversaire. C'était beau.
c'était beau à voir. Pour un adepte du fantasy comme moi, je l'adore tellement, Jameis Winston, au niveau fantasy. Mais est-ce qu'il pourra vraiment refaire le coup aux Steelers? Parce qu'on sait que les Browns l'avaient emporté dans la neige 24-19 lors de la semaine numéro 12. Ah, Jameis, hein? Jameis. Il nous a Un démontré trésor. tout son talent et puis également toutes ses faiblesses lors du match de lundi soir. Il était incroyable. À un certain moment donné, on se disait, mon Dieu, ils vont causer une surprise, ils vont l'emporter. Naturellement, il fallait qu'il soit victime de 2 interceptions pour des touchés. C'est dommage, hein, Jameis, qu'il n'est pas capable d'éviter les revirements. Lui-même, après le match, on sait là, que c'est un gars qui a une grande croyance, un joueur religieux. Il mentionne Dieu à chaque fois qu'il accorde d'entrevue. Puis là, il dit, ah, j'espère que Dieu peut me délivrer de ces revirements. J'ai des nouvelles pour toi, Jameis. Je pense que Dieu, il a des dossiers plus importants là, qu'essayer de faire en sorte que tu évites les revirements. Mais au moins, il a pris le blâme pour la défaite. Mais c'est tellement dommage, Jameis Winston. T'sais, pas capable d'éviter les revirements. T'sais, son talent, on l'a vu, là, qu'il est talentueux. Mais une chose est claire, Ah, il, on ne peut pas ramener il de Sean lance des Watson l'année passes prochaine. Là. il lance des passes incroyables, puis ensuite, c'est l'interception à la fin de la première demi. T'es comme, il vient de faire des passes, 3-4 passes incroyables. On avance le ballon. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'une interception retournée pour un toucher, il sait probablement qu'il revient sur le terrain ensuite pour pouvoir lancer davantage. Il n'est pas niaiseux, finalement, Jameis Winston. Non, non, puis il n'a pas froid aux yeux, tu sais, sa confiance est inébranlable. Là. Après sa première Ouais. interception retournée pour un toucher, il s'est mis à bien jouer immédiatement après, lors de la séquence suivante, mais c'est ça. C'est toujours une question de temps avant son prochain revirement. Bref, tout ça pour dire que je choisis les Steelers afin de gagner. Un match revanche, donc pour les Steelers, on va l'emporter. Russell Wilson Oui, oui, devrait oui, ça, ils vont connaître un vouloir se meilleur venger. match, moi aussi. Exactement. Moi aussi, je prends les Steelers. Les Steelers, 20 victoires de suite à domicile contre les Browns. 20 victoires de suite à domicile contre les Browns. J'ai été vraiment surpris quand j'ai lu ça. Les Raiders de Las C'est fou, Vegas à ça. 2 20 victoires et victoires à 10 domicile décès. Ouais, consécutives. ouais, ouais, Ça veut ouais. dire, C'est pas écoute, une erreur de Cleveland frappe. joue une fois par année à Pittsburgh. Il faut remonter à quoi? À 2004 pour la dernière Genre, victoire des ouais, Browns ouais, à Pittsburgh. ouais, ouais, ouais. Wow. Ouais. Puis même OK. les Steelers, on n'a pas parlé, ça va être la 21e saison de suite qui n'auront pas, qui vont avoir qui auront pas de fiche perdante. Ça égale la plus longue séquence de l'histoire de la NFL aussi. Des Cowboys entre 1965 et 1985. Mike Tomlin, vraiment, il s'en va à Ouais, c'est 18 Kenton, saisons de suite hein, pour Ohio. Tomlin. Ouais, ouais, exact. Exact. Il s'en va à Kenton, Ohio. Cet entraîneur-là, il est tout simplement incroyable. Cette année, il a pris des décisions. Là. On a décidé de faire jouer Russell Wilson pour Justin Fields quand ça allait très bien. Bref, c'est un entraîneur vraiment remarquable. Les Raiders de Las Vegas à 2-10 vont affronter les Bucks à 6-6. J'ai mis ici Bucky Irving parce que je veux en parler de Bucky Irving. Il est tout simplement incroyable Vas-y. en ce moment, Bucky Irving, du côté des Buccaneers. Et on voit vraiment que Baker Mayfield lance moins le ballon. On utilise moins on le ménage, je trouve, du côté des Buccaneers parce que justement, Bucky Irving, il est tout simplement incroyable. Un touché dans 3 matchs de suite et il est explosif. J'ai regardé un peu le match dimanche dernier. Il est vraiment talentueux. On a trouvé vraiment une perle rare, selon moi, du côté des Bucks. Ah ben oui, définitivement, au repêchage, puis ça ajoute à l'argument des gens qui disent ça vaut pas la peine de repêcher un porteur de ballon en première ronde, ne pas en trouver lors des autres rondes du repêchage. Mais ce match-là, Buccaneers-Panthers, a été une des meilleures rencontres du week-end. Là. Tu sais, c'est rempli Mhm. c'est divertissant, il y avait des revirements et tout. Ah, mais tu as bien de mentionner le nom de Bucky Irving et Baker Mayfield. Il a été victime de revirement lors de ce match-là, mais Baker Mayfield, c'est vraiment un battant parce qu'à un certain moment donné, il a quitté le match, il était blessé, il est revenu en boitant. Bon, il a été immédiatement victime de revirement, mais c'en a un autre, un peu comme Jameis Winston, qui a une grande confiance en lui. Même s'il est victime de revirement, il revient toujours à la charge. Alors, moi, je vais choisir les Buccaneers de Tampa Bay afin d'emporter contre les Raiders. Raiders, comme on venait d'en parler tout à l'heure, bon, ils ont connu une bonne performance à Kansas City. Mais là, pour les Bucks, c'est un gros match. Ils sont à égalité. Ils ont une fiche identique aux Falcons d'Atlanta. Moi, je crois que les Buccaneers vont être en mesure de coiffer les Falcons et terminer au premier rang. Alors, c'est effectivement le cas. Il faut qu'ils gagnent à domicile contre les Raiders, puis ils vont le faire dimanche. Je suis de ton avis. Je pense que les Raiders vont subir une neuvième défaite, pardon, consécutive. Oh, les Bears à 4 victoires, 8 défaites vont affronter les 49ers à 5-7. Ce
ce sera le début de l'ère Thomas Brown du côté des Bears. Et du côté des 49ers, ben, la grande nouvelle, c'est que Christian McCaffrey et Jordan Mason vont rater le reste de la saison, ou du moins pourraient revenir pour le dernier match. Mais bref, devraient rater une bonne partie du reste de la saison. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, vraiment, les Bears face à une équipe qui est vraiment éclopée, celle des 49ers. Ouais. Ouais, vraiment. Là, du côté des Niners, je pense que je l'avais mentionné la semaine dernière, mais tu sais, le fait qu'année après année, on se rend en finale de conférence ou au Super Bowl depuis 5 ans, ça commence à rattraper ce groupe de joueurs-là. Premièrement, les joueurs clés sont vieillissants, mais ils ont beaucoup de kilométrage encore, hein, tu sais. Puis on joue, on se rend loin en éliminatoire traditionnellement. Je pense que c'est tout ça qui est en train de rattraper les 49ers d'une Mhm. certaine façon. Ça explique les nombreux blessés qu'on a. Puis en plus de ça, on a deux joueurs qui ont perdu des enfants, des bébés lors des dernières semaines. Je disais que Trent Williams, sa femme était enceinte de jumeaux, Marc-André, puis elle a perdu les deux bébés. Imagine-toi comment ça doit être difficile, lui qui soigne une blessure à une cheville en plus, mais la perte d'enfants, il n'y a rien qui fonctionne du côté des Niners. Je pense que c'est simplement une saison à oublier. Là, on va, puis là, tu as mentionné bon, la blessure à Christian McCaffrey qui met fin à sa saison. Puis on en parlait lors des dernières semaines. Hein. Depuis qu'il était revenu au jeu, il ne semblait pas explosif comme avant, il ne semblait pas être à 100%. On va recevoir les Bears de Chicago qui ont finalement congédié Matty Burflow. Ça, c'était inévitable. Tu m'avais texté jeudi à la suite du fiasco en fin de rencontre de la part Ah, des Bears et Eberflus qui est resté comme un spectateur sur les lignes de côté, des deux mains dans les poches, alors que son carrière recrue je peux était pas croire. désemparé par la Je peux pas croire situation. encore. Ben, puis il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a des gens qui disent ah, c'est peut-être la faute de Caleb Williams, il semblait mêlé. Oui, il semblait mêlé. Mais du moment dans cette situation-là Ah, ton que temps tu es d'arrêt? victime d'un sac du corps, ben ouais, tu dois utiliser ton temps d'arrêt, Marc-André, parce que dès que tu accordes un sac du quart, le temps qui reste, ça équivaut au nombre de jeux qui te restent à la fin de la rencontre. Et Mhm. dès que tu es victime d'un sac du quart, c'est pratiquement 3 jeux en moins là, que tu vas avoir. Parce que le temps que carrière se relève, que les joueurs se positionnent et tout, c'est une quinzaine de secondes. Donc, c'est au moins 3 jeux que tu viens de perdre. C'est la raison pour laquelle tu dois utiliser un temps d'arrêt immédiatement. Il n'y a pas de débat à avoir là, du côté de Matty Burflus. Bref, il n'est plus là. Je pense que à cause de ça, je vais choisir les Bears, étant donné que les 49ers sont décimés par les blessures. Puis, bon, on le voit des fois, à la suite d'un congédiement, au moins le temps d'une rencontre, ça donne une dose d'énergie à l'équipe. Il n'y a rien qui fonctionnait du côté des Bears dans le vestiaire. Donc, moi, je vais choisir Chicago afin d'emporter, surtout que la défense des 49ers, même en santé, c'est plus la même défense dominante que lors des dernières saisons. J'ai 3 matchs cette semaine que j'ai hésité, celui des Seahawks et des Cards, celui des Giants et des Saints Mhm. et celui-là. Hem, la défense des 49ers est vraiment pas bonne depuis 2 semaines. On a accordé 5 touchés dans chacun de nos 2 derniers matchs. Par contre, les Bears On sont en sur une arrache séquence contre de la 7 course défaites vraiment de en plus. Hein. exact, exact. Les Bears sont sur une séquence de 7 défaites sur la route. J'ai pris les 49ers, simple ils sont à domicile, mais je serais pas surpris que les Bears gagnent Mm. moi aussi, mais je vais garder mon choix. Je vais prendre les 49ers, mais c'est vraiment un choix pas inspirant en ce moment de mon côté non plus. Fait que, OK, 49ers, ça va être ça. Les Bengals, le dernier match, c'est le match du lundi soir. Les Bengals à 4 et 8 vont affronter les Cowboys à 5 et 7. Les Bengals, Didier, on a marqué 99 points à nos 3 derniers matchs. Puis on les a perdus les 3. C'est tout simplement incroyable. Écoute, Joe Burrow est rendu un ratio de passes de toucher à interception de 30 contre 5, je crois. Si Ouais. je ne me trompe pas, c'est 30 passes de toucher contre seulement 5 interceptions. J'ai vu un tableau sur Twitter des carrières qui, au cours de l'histoire de la NFL, ont eu un aussi bon ratio de passes et touchés. Écoute, je pense que le carrière qui avait la moins bonne saison en termes de fiches d'équipe, je pense que ils ont terminé avec 12 victoires. Tu sais, généralement, quand ton carrière est aussi performant, ben, tu connais du succès, puis c'est vraiment pas le cas du Mhm. côté des Bengals, à quel point la défense, elle est mauvaise. Ça, c'est jumelé également à l'entraîneur-chef qui refuse de courir avec le ballon, d'avoir plus d'équilibre en attaque. Mais là, on va jouer à Dallas contre les Cowboys. La défense des Cowboys en arrache. Je crois que les Bengals vont être en mesure de l'emporter. Moi, je choisis Cincinnati pour gagner ce match-là. Toi, qui tu choisis?
Moi aussi, j'ai pris Cincinnati parce que, et même si, bon, si on veut rajouter de l'huile sur le feu, CD Lamb n'est pas à 100%. Je ne sais pas s'il va disputer la rencontre. Comme tu dis, j'ai vu Ouais, il a pas fini le match qu'il la était semaine dernière, incertain. hein? Il n'a pas terminé le match. On enregistre mercredi. J'ai essayé de voir de l'information. Il sera peut-être absent. Si CD Lamb est absent, on s'entend. Le Cooper Mmh. Rush, Brandon Cooks, Jalen Tolbert, Rico Dowdle. C'est des joueurs qui étaient vraiment des numéros 2. Là. On n'a pas de joueurs élites au sein de l'attaque des Cowboys. Je pense que ça peut être difficile. Moi aussi, je prends les Bengals, même si justement la défense, elle est généreuse, elle est permissive. Je prends les Bengals pour l'emporter et ça complète, je dis, notre tour d'horizon des matchs de la semaine 14 dans la NFL. Oui, on sait que Cincinnati va marquer des points. On en marque à toutes les semaines, Ouais, on en accorde beaucoup. Je pense pas que les Cowboys peuvent maintenir le rythme, hein? effectivement. C'est un peu la même logique de mon côté. Bon, ben, yes. Bon, ben écoute, on va jeter un coup d'œil au classement du pool de football. Est-ce que Marie est toujours en tête? J'imagine que oui. Oh! Quelqu'un a réussi à la rejoindre. Regarde-moi ça. Packers Ah! 188. En mettant une fiche identique avec Marie. Alors, Marie, là, qui domine depuis plusieurs semaines, mais là, elle a d'accompagner. Alors, c'est pas terminé, là, cette course-là, afin de voir qui va terminer en tête de notre pool de football. Puis, tu vois, j'ai fini 12 et 4. T'as fini 15 et 1 la semaine dernière. Ouais. Wow! Je me 15 souviens et pas qui 1. j'ai C'est raté. quoi le seul match que t'as pas eu? Non, tu sais pas, t'en souviens pas? J'essaie de voir. Faudrait que je vois dans mes notes la semaine précédente. Attends un petit peu. Je dois avoir ça. Attends un petit peu. Wow, c'est vraiment J'a impressionnant. Packers, Bengals. Ah, c'est les Bengals, en fait. Ouais, Bengals. J'ai appris les Bengals contre les Steelers, puis c'est pas ça qui s'est. Mais écoute, ça a été tout Ah, un match en plus. J'ai failli être parfait. On ouais, marquait des ouais, points, ben, presque. 44-38. Ouais, Ben oui. Ben ouais, ouais, t'as presque été 16-0, imagine-toi. Alors, 15 et 1, ouais, ok. Ben, ouais. félicitations. Regarde, j'ai eu une bonne semaine, 12 et 4, mais étant donné que Mais t'as je pense été que j'ai 15 pris et 1, ben juste là, t'as un match agrandi sur ton Marie. avance. Je pense que j'ai pris juste un match sur Marie, donc elle doit avoir fini 14-2. En tout cas, 14 et 2, ça veut dire, ouais. Ah ouais, Guillaume a ouais, fini à 10 et 6 la semaine dernière. Là, c'est juste là, il y a des équipes qui sont tellement mauvaises. Alors là, ça devient un peu plus facile à faire nos choix que ouais, plus tôt au début de la saison. Donc, c'est difficile de réduire l'avance. Alors, encore une fois, félicitations à Marie, mais félicitations à Packers 188, qui est à égalité avec Marie. Alors, mon Dieu, lui, il a dû connaître toute une saison. Si Marie a fini 14 et 2, ouais, malgré tout, il l'a rejoint. Alors, ouais. il a dû connaître toute une semaine, je veux dire. Ouais. À 15-1, j'aurais pu me prendre un mise au jeu, là. On n'a pas de commanditaire, mais ou quelque chose, là. J'aurais été bon. Parier sur tous les matchs, là, mettre 5 non? 15-1, j'aurais peut-être fait Ouais, en tout cas. remporter la cagnotte. Bref. Non, on va leur lancer l'invitation si ça leur tente de commanditer ce segment, Ouais, le segment ouais. prédiction du podcast. Auto-Québec. Là, laisse-moi voir vite, vite. Oui, bon, en tout cas, on a retiré le tableau. Je vais voir les choix. Ah, OK, merci Guillaume. Je vais voir les choix qu'on a de différents, toi et moi, cette Ah, semaine. les Ah, Giants, c'est très OK, ouais, les important, Giants là. Les Saints, Giants. ouais. Ouais, ouais, ouais. On va porter une attention particulière à cette rencontre dimanche, qui l'a cru. Ah, t'as pris les Cardinals, moi j'ai pris les Seahawks. Les T'as pas eu le 49ers guts de aussi, prendre à les Bears. domicile. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai pris les Bears. En tout cas, on va Ouais, voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça, ouais, ouais, la semaine prochaine. Bon, écoute, on va jaser fantasy football maintenant. ouais. Tu vas aller de tes recommandations en vue justement de la 14e semaine d'activité. Alors, on a parlé justement du duel entre les Vikings du Minnesota qui vont recevoir qui les Vikings encore une fois? Moi, là, Ils vont recevoir Kirk je perds le Cousins fil. et les Falcons. Oui, oui, ben oui. Oh, ben oui, Kirk Cousins. Un match revanche, Kirk Cousins contre son ancienne équipe. Mais toi, tu veux plutôt nous parler de Sam Darnold. Tu en as glissé un mot tout à l'heure. Tu as dit qu'il jouait du meilleur football dernièrement et c'est vraiment vrai. Parce qu'il a lancé 2 passes de toucher dans chacun de ses 3 derniers matchs. C'était vraiment 2 fois dans 2 de ces 3 matchs-là, c'était contre des excellentes défenses, des défenses top 10 dans la NFL. Sam Darnold connaît une saison fantasy très, très bonne. Hein? Au moins 17 points fantasy dans tous ses matchs cette saison, sauf 2. Il y a 6 matchs de 20 points fantasy. Ça, c'est intéressant. Vous allez me dire, oui, la défense des Falcons, Justin Herbert, ça n'a pas fonctionné la semaine dernière, seulement 147 verges par la passe et aucune part de toucher. Mais on reste avec la défense des Falcons qui est vraiment qui a accordé le 8e plus haut total de points alloués au corps adverse cette saison. Je pense que Justin Herbert, c'était une anomalie au niveau fantasy. Bo Nix a obtenu 36 points fantasy contre les Falcons. Derek Carr, 23. Le duo Prescott-Cooper Rush
26, Geno Smith, 21. Bref, ça pour vous dire que 20 points fantasy est à sa portée, est à la portée de Sam Darnold cette semaine. Et la défense des Falcons, j'en ai dit, 24 points alloués au quart adverse cette saison, lors des 4 dernières semaines. C'est le deuxième plus haut total dans la NFL. Donc vraiment, Sam Darnold est à insérer dans votre formation avec confiance cette semaine. Maintenant, il y a les Rams qui vont affronter les Bills. En fait, ils vont recevoir les Bills à Los Angeles. Mais tu ne crois pas que c'est une bonne confrontation pour le carrière Matthew Stafford de Los Angeles? Hein? Parce que je pense que le plan de match des Rams va être d'utiliser le jeu au sol. Je pense que ça va être une bonne semaine pour Karen Williams. Puis si vous êtes dans les ligues vraiment deep, là, des ligues vraiment profondes avec plusieurs équipes, je pense même que Blake Corum, si vous êtes vraiment mal pris, pourrait s'insérer comme flex, comme pivot cette semaine parce Ouais, que on les Bills, commence on à a lourd. l'utiliser un peu plus, hein? Blake Corum. Exactement. Excuse-moi de Il y a eu t'interrompre, là, mais ouais. oui, ouais, il y a eu une séquence même complète, qui est sortie un peu de nulle part la semaine dernière. Je ne sais pas si Ouais. on voulait ménager Kyren Williams. Bref, les Bills allouent une moyenne de 4,9 verges par course. C'est comme ça qu'on peut battre les Bills parce que la défense n'accorde Ouais. absolument rien, par la passe. 5e plus bas total de points alloués au quart adverse cette saison et justement, à cause du plan de match qui risque d'être un plan de match au sol, on va vouloir demeurer compétitif dans ce match-là. Et on a vu déjà la semaine dernière, Matthew Stafford a tenté seulement 26 passes contre les Saints. Je pense que c'est la recette du succès pour les Rams, même si on a 2 receveurs étoiles. Donc, Matthew Stafford est un choix audacieux. Si vous avez une meilleure option cette semaine, si vous avez un Sam Darnold, si vous avez même Jameis Winston, je serais encore. Jameis, là, même contre les Steelers à l'étranger, on a vu ce qu'il a fait avec les Broncos, 484, à 497 verges, à 4 parts de toucher. S'il s'il est victime de 3 interceptions, c'est correct, c'est super payant au niveau fantasy quand même. C'est l'expérience. Faut vivre l'expérience Winston une fois dans sa vie également. Mais bref, pour revenir à Matthew Stafford, si vous avez une La meilleure montagne option, je vous russe humaine. conseille de le laisser, exactement, je vous conseille de le laisser sur votre banc. Parfait. On va se tourner maintenant vers la position de porteur de ballon. Tu avais mentionné le nom de Tyron Tracy, le demi à l'attaque recrue des Giants de New York. Et puis là, tu aimerais nous en parler un peu plus, étant donné qu'il va affronter la défense de la Nouvelle-Orléans dimanche. Devon Singletary avait obtenu le poste de partant lors du match de l'Action de grâce contre les Cowboys. Peut-être qu'on voulait punir un peu Tyron Tracy qui avait échappé 2 ballons importants lors des 2 semaines Ouais. précédentes. Sauf qu'au final, contre les Cowboys, mais Tyron Tracy a joué 73% des jeux contre 37 pour Devon Singletary. Donc la punition n'a pas vraiment duré longtemps. Et aussi, c'est le seul porteur de ballon qui a obtenu un attrapé. Donc c'est le seul porteur de ballon qu'on utilise dans le jeu aérien du côté des Giants, des petites passes également dans le flanc, des petites passes écran au porteur de ballon. Hein. Donc ça devient intéressant. Oui, c'est sûr que vous allez me dire que Terran Tracy a seulement eu 9 portées au cours des 2 derniers matchs, à chacun de ces 2 derniers matchs, mais c'était surtout ce qu'on dit un scénario de match. En anglais, on parle de game script. On jouait du football de rattrapage du côté des Giants et je pense que contre les Saints, on va être dans le coup plus longuement. Donc, je pense que ça favorise le jeu au sol. Ça favorise Tyron Tracy cette semaine. Et j'en ai parlé, les Saints vont accorder le 5e plus haut total de points au porteur adverse en format PPR. Ça, c'est important puisqu'on obtient des points pour des catchs. Donc, Tyron Tracy, vraiment, Mhm. c'est son pain et son beurre. C'est un excellent porteur de ballon avec d'excellentes mains. Donc, je pense que Tyron Tracy va connaître une très bonne semaine. On parle ici d'un porteur de ballon numéro 2 d'une formation fantasy. Ouais, une belle trouvaille au repêchage de la part du DG des Giants, Joe Shane. Parce que je pense pas que ça va être suffisant afin que ça lui permette de sauver son emploi. Là. Ben, bon, Mhm. on va mentionner au moins là, qu'il a réussi à faire un bon coup avec le repêchage de Tracy. Maintenant, Kenneth Walker, moi je le trouve tellement frustrant comme porteur de ballon. Il est talentueux, mais il n'est pas très productif cette année du côté des Seahawks de Seattle. Et puis là, on va affronter la défense des Jets de New York. Tu ne crois pas que ce serait une bonne idée de l'insérer dans la formation partante cette semaine? 10 courses la semaine dernière contre les Jets. On affronte les Cards cette semaine. 10 courses à la ligne d'une verge, les Seahawks, la semaine Oui, les dernière. Cards cette Et, semaine, oui, excuse-moi. et Kenneth Walker en a obtenu combien? Seulement 2. Donc ça me dit qu'on utilise Zach Charbonnet à la porte des buts plutôt que Kenneth Walker. Puis ça, c'est inquiétant pour ses propriétaires fantasy. Ken Walker a obtenu seulement 19 courses pour 49 verges, 4,9 points fantasy en format standard contre les Jets la semaine dernière. En fait, il n'a pas obtenu plus de 14 points fantasy en PPR. Donc, on vous donnait des points de plus pour les attraper
au porteur de ballon. Depuis la semaine numéro 7, ça fait vraiment un bon mois que Kenneth Walker n'est vraiment pas un joueur fantasy d'impact. Justement, j'en ai parlé, la présence de Mm. Zach Charbonnet qui a de plus en plus d'opportunités dans le champ arrière des Seahawks cette saison. Et les Cards ont accordé le septième plus bas total de points au porteur de ballon adverse lors des 4 dernières semaines. Et j'ai regardé un peu le match des Cards contre les Vikings. Je trouve que la défense des Cards, elle est vraiment améliorée depuis quelques semaines. On a compris des choses, on met de la pression, le front défensif fait de l'excellent boulot. Je pense que Kenneth Walker, c'est une meilleure option sur votre banc. Vous pouvez laisser Kenneth Walker de côté cette semaine. Ouais, c'est vrai qu'on utilise davantage le charbonnet, du moins la semaine dernière, là, j'avais remarqué ça, moi aussi. Alors ça, c'est rien pour aider la production de Kenneth Walker. Maintenant, chez les receveurs de passe, du côté des Raiders, il y a une chose qui est vraiment évidente. On cible seulement deux joueurs ou à peu près là, du côté de l'attaque aérienne. Il y a l'excellente recrue Brock Bowers, mais également Jacoby Myers. Alors, on se casse pas la tête. On a seulement deux bons receveurs et on les cible à profusion du côté de Vegas. J'aimerais prendre un moment pour vous dire que je recommanderais plus des joueurs des Raiders parce que justement, on peut faire jouer deux joueurs d'ici la fin de la saison. Brock Bowers, il y a les rapprochés, et Jacoby Myers, spécialement en format PPR. Je pense que Jacoby Myers, c'est son meilleur format au niveau fantasy. Plus de 15 points fantasy en PPR là, de ses quatre de ses 5 derniers matchs. Ça a vraiment été le grand bénéficiaire du départ de Devontae Adams, lui et Brock Bowers. Et on se rend compte avec Aidan O'Connell. Aidan O'Connell, c'est un gunslinger, comme on dit en anglais. Il n'hésite pas à décocher des passes. C'est un meilleur quart fantasy que Garner Minshew, selon moi, l'était. Et lors de la semaine numéro 14, on affronte la permissive défense des Buccaneers qui ont accordé le huitième plus haut total de points accordés aux receveurs adverses cette saison. Et je peux me permettre de vous dire qu'on risque de jouer également du football de rattrapage. Donc ça, c'est encore bon pour Aidan O'Connell, c'est bon pour Jacoby Myers, c'est bon pour Brock Bowers. Je pense que Jacoby Myers, cette semaine, peut s'insérer comme receveur numéro 3, comme pivot également d'une formation fantasy. Ah, les calories vides sont acceptées en fantasy Exact. football, là. C'est pas grave si on marque des points puis on tire derrière par 25 au quatrième quart. On en a besoin en fantasy football. Debo Samuel, à l'image des 49ers de San Francisco, il connaît vraiment une saison décevante. On dirait qu'il n'est pas le même joueur qu'il a été lors des dernières années. Puis tu crois qu'il faut clouer au banc cette semaine, même si on va affronter les Bears. Il arrive potentiellement au bout du rouleau, selon moi, Deebo Samuel. C'est l'un des joueurs les plus explosifs au niveau fantasy. Un couteau suisse de l'attaque des 49ers ces dernières années, mais il arrive à 29 ans, des blessures et on commence à le rattraper. Il n'a pas inscrit de toucher depuis la semaine numéro 6. Et là, je me dis qu'avec l'absence de McCaffrey, avec l'absence de Jordan Mason, je me suis posé la question, est-ce qu'on va donner des courses dans le champ arrière à Deebo Samuel? Parce qu'il nous reste simplement maintenant C'est vrai, Isaac c'est rare Guerrero. qu'on fasse ça maintenant, hein. Souviens-toi Ouais. avant comment on l'utilisait dans le champ arrière régulièrement. Ouais. Puis en plus, on a nos 2 porteurs de ballon, numéro 1 et 2 de blessés. Donc, est-ce qu'on va pouvoir justement revenir à cette stratégie? Mais je suis vraiment aucunement confiant envers Deebo Samuel. De la semaine numéro 11 à la semaine numéro 13, il a inscrit un total de 13 points fantasy au total. Et sa meilleure école de verges par la passe a été de 22 verges. Et combiné à tout cela, la défense des Bears a accordé le 5e plus bas total de points alloués aux receveurs adverses. Donc, pour moi, ça ne sera pas par la passe que Deebo Samuel va connaître du succès face aux Bears. Est-ce que c'est par la course? J'en doute. Euh, les 49ers aussi, combiné à tout cela, là, c'est une attaque complètement dysfonctionnelle depuis quelques semaines. Et je pense que Deebo Samuel vraiment est à laisser sur votre banc. Écoute, ça ferait mal au cœur, mais avec des statistiques comme ça, aucun touché depuis la semaine numéro 6. C'est un pensez-y bien si vous avez besoin d'espace sur votre banc, là, peut-être même le libérer. Euh, c'est pas une idée folle. Ouais, j'attendrai ce match-ci avant de le libérer, parce que, tu sais, comme tu viens si bien de l'expliquer, en raison des blessures dans le champ arrière, peut-être qu'il va toucher au ballon plus souvent, peut-être qu'on va l'utiliser à la position de demi à l'attaque comme on le faisait par le passé, mais il Mhm. semble pas être le même joueur. Je sais pas si c'est en raison de blessures ou quoi, mais il semble être définitivement plus lent cette année que lors des années précédentes. Maintenant, on va se tourner vers la position d'ailier rapproché. Luke Shoemaker des Cowboys de Dallas retient ton attention. Oui, Luke Shoemaker, mais surveillez cette semaine si Jake Ferguson est de retour également.
Il était dans le protocole des commotions. Fait que, alors, ce segment s'applique à Jake Ferguson si jamais il est de retour. Mais Luke Schoonmaker, 11,5 points fantasy en format PPR en 3 matchs en l'absence de Jake Ferguson. Et lors de la semaine numéro 14, ben écoute, on affronte la défense des Bengals, puis c'est ça qu'on veut voir au niveau fantasy. La défense des Bengals, Didier, en fait, les Bengals en général, c'est un cadeau fantasy depuis quelques semaines. L'attaque est l'une des meilleures de la NFL, on marque des points, et la défense est l'une des pires. On accorde beaucoup de points, donc c'est vraiment un scénario de rêve. Les Bengals, c'est le rêve fantasy en ce moment. Euh, les Bengals ont alloué le deuxième plus haut total de points aux alliés rapprochés adverses cette saison. 8 touchés alloués aux alliés rapprochés lors des 8 derniers matchs. Pour donner une idée, Pat Freiermuth la semaine dernière, 7 réceptions, 68 verges, 1 touché. Donc, on reste dans la stratégie. On affronte les Bengals cette semaine avec nos alliés rapprochés. Luke Schoonmaker, Jake Ferguson, s'il est de retour, sont à insérer dans votre formation avec confiance. Évidemment, pour ceux qui se cherchent un streamer à la position d'allié rapproché, un allié rapproché qu'on peut alterner là, de semaine en semaine. Et en terminant, quel est l'île rapproché qu'il faut garder sur le banc cette semaine? Ben, on est de retour à vous dire que ce ne sera pas une semaine facile pour Evan Engrams avec Mac Jones au poste de corps. En plus, Mac Jones, ben, on a vu que c'est le corps numéro 2 de l'équipe. Donc, il cible à outrance un gars qui était avec lui dans les entraînements, un Parker Washington qui a obtenu 12 cibles lors du dernier match. Donc, je me questionne sur le rôle de Evan Engram. On a Brian Thomas, on a maintenant Parker Washington. Est-ce que, justement, Evan Engram est le receveur, la troisième option dans le jeu aérien des Jaguars pour la suite des choses? Ça reste à voir. Mais lors de la semaine 14, on affronte également les Titans qui ont accordé le plus bas total de points aux alliés rapprochés lors des 4 dernières semaines. Donc, combiné à ça que le volume risque d'être faible et que la défense des Titans excelle contre la position, je pense que c'est vraiment pas une bonne semaine pour Evan Engram. Et je tiens à vous dire que c'est la dernière semaine pour la plupart de saison régulière fantasy. On commence les éliminatoires la semaine dernière, donc c'est un vraiment je souhaite bonne chance à tout le monde qui doit vraiment avoir une victoire ou doivent vraiment gagner leur affrontement pour accéder aux éliminatoires. Ça risque d'être une semaine vraiment excitante au niveau fantasy. Ouais, c'est incroyable. Ben, je le sais, je le dis, on dirait à toutes les semaines, à tous les ans, mais la saison de la NFL se déroule tellement à un rythme d'enfer. J'en reviens pas que ça va déjà être la 14e semaine d'activité, puis que, comme tu viens de le Mm. dire, ça va déjà être le début des éliminatoires du côté du fantasy football la semaine prochaine dans la majorité des ligues. Ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie de ta contribution, de tes conseils fantasy football, puis j'ai bien hâte de voir quelle équipe va l'emporter entre les Saints et les Giants. Je n'avais pas l'intention de porter beaucoup d'attention à ce match-là, mais là, ça va être intéressant de voir qui aura le déçu. On pourra se texter dimanche, là. Je pense qu'on va être les deux seules Ouais, personnes à porter attention à ce match-là ou à peu près. exactement, exactement. Bien hâte de voir. Bon, ben, bon, ben, excellent, Marc-André. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci. Alors, avant de se quitter, ben, on va répondre à vos questions. On a reçu une question dans le cadre de la Minute des fans. Elle nous a été envoyée par William Gonzalez. Alors, William, merci d'avoir pris le temps afin de nous écrire. Puis, je vous invite à nous envoyer vos questions, préférablement par vidéo, une trentaine de secondes. L'adresse courriel du podcast, ben, c'est simple. C'est le sac du car à commercial gmail.com, le sac du car à commercial gmail.com. Alors, William, me dit ben, salut Didier, j'espère que tu vas bien. Après une autre blessure à Christian McCaffrey, est-ce que tu crois que sa carrière tire à sa fin? Crois-tu que Deion Sanders sera le prochain coach des Cowboys? Bon, ben Williams, 2 pour 1, 2 questions. On va commencer avec Christian McCaffrey. Je ne crois pas que ce soit la fin de sa carrière, cette blessure à un genou. On dit que c'est une période de convalescence de quelques semaines. Il pourrait revenir à la fin de la saison régulière en éliminatoire si les 49ers réussissent à se qualifier. Je ne crois pas que ça va être le cas. Mais je pense que toutefois, on a assisté aux meilleures saisons de Christian McCaffrey. Ses meilleures saisons sont maintenant derrière lui. J'ai vraiment l'impression de ça, parce qu'il a beaucoup de kilométrage dans le corps. Là, ça fait 2 blessures qu'il subit lors de la même saison. On s'en souviendra, il s'est blessé lors du camp d'entraînement. Il a raté la première moitié de la saison. Alors, je pense que les années où Christian McCaffrey était considéré comme étant un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL, malheureusement, je pense que ça, c'est derrière nous.
Et pour votre deuxième question, ah oui, est-ce que je crois que Deion Sanders devrait devenir le prochain entraîneur-chef des Cowboys de Dallas? Absolument pas. Deion fait d'excellents boulots avec l'Université du Colorado, mais être un bon entraîneur dans les rangs universitaires et dans la NFL, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, Deion, il est parfait pour le football universitaire américain, surtout maintenant avec les NIL, avec les joueurs qui changent d'équipe, qui transfèrent année après année. Dion est tellement charismatique, puis il aime bien encadrer les jeunes. Il aime préparer ces jeunes hommes-là à leur vie adulte. Je pense qu'il est parfait pour le football universitaire. J'espère qu'il va rester dans les rangs universitaires, mais je ne crois pas que son style fonctionnerait du côté de la NFL. Et puis, moi, j'ai l'impression que Mike McCarthy va être de retour en 2025 à la barre de l'équipe. Si on porte attention aux commentaires de Jerry Jones, Jerry Jones, je crois qu'il prend le blâme pour la mauvaise saison des Cowboys. Parce que quand tu regardes la formation des Cowboys, on n'a pas vraiment donné une chance à McCarthy de connaître du succès. Là, en commençant l'année avec Ezekiel Elliott comme porteur de ballon numéro un. Défensivement, on a perdu des joueurs réservés durant la saison morte. On ne les a pas remplacés. On n'a pas de profondeur du côté de la défense. Je pense que le responsable de la mauvaise saison des Cowboys, ça commence d'abord et avant tout avec Jerry Jones, qui porte le titre de directeur général. Alors, bref, je ne crois pas que Deion serait un bon fit à la position d'entraîneur-chef des Cowboys, mais dans les rangs universitaires, absolument, Deion est un très bon entraîneur-chef. Alors, William, je vous remercie de nous avoir envoyé cette question. On me dit à l'oreille qu'on en a reçu une autre. Alors, on va jeter un coup d'œil à cette question qu'on vient de recevoir. Alors, oh mon Dieu, ça en est une très longue question. Alors, salut Didier. Question qui concerne les porteurs de ballon. Oui, les porteurs de ballon, oui, bon, il y en avait qui ont fait la grève au cours des dernières années. Je ne vais pas lire ça mot à mot. Mais là, on peut voir que c'est Quan Barkley, Derek Henry, Josh Jacobs connaissent vraiment de bonnes saisons. Alors, avec les résultats qu'on voit, est-ce que je crois qu'on va assister, oui, à un changement là, du côté de la philosophie là, des équipes de la NFL, la stratégie de la part des DG et où ce sera le statu quo. Alors, bien hâte de t'entendre là-dessus. Alors, Guillaume, merci pour ta question. C'est drôle, je voyais il y a quelques jours un tableau comparatif du salaire de Saquon Barkley comparativement à Adrian Peterson en 2012. Adrian Peterson est le dernier porteur de ballon à avoir été sélectionné en tant que joueur par excellence de la NFL. Essentiellement, il n'y a pas eu d'augmentation salariale. Si on compare le salaire de Peterson il y a 12 ans comparativement à celui de Saquon Barkley présentement. Alors ça, c'est à quel point les équipes ne payent pas les porteurs de ballon. Mais oui, je crois qu'on va assister à un changement de philosophie du côté des DG Guillaume, à la suite des succès justement de Derek Henry, de Saquon Barkley et de Josh Jacobs cette année. Parce que non seulement ces joueurs-là sont très productifs, mais on parle de trois des meilleures formations de la NFL depuis le début de la saison. Alors là, je pense qu'on est allé trop loin avec ça, avec cette philosophie-là, que les porteurs de ballon, c'est pas si important que ça. Surtout en termes de la rémunération salariale, parce que ça n'a pas de bon sens qu'il y a autant de receveurs de passes qui sont mieux payés que les porteurs de ballon, alors que les porteurs de ballon numéro un sont les chanceux de miser sur un de ces porteurs de ballon-là. Ben, ils ont beaucoup plus d'impact que les receveurs de passe. Ils touchent au ballon beaucoup plus souvent. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Alors oui, j'ai l'impression qu'au cours des prochaines années, dès la saison morte qui s'en vient, on va avoir des ajustements du côté des directeurs, des DG de la NFL face à la rémunération des porteurs de ballon. Alors Guillaume, merci d'avoir pris le temps de nous écrire, de nous envoyer cette question. Pour tous les gens qui ont téléchargé, qui ont regardé le podcast sur la chaîne YouTube, on vous remercie. Puis on vous invite à partager justement la bonne nouvelle, à inviter vos amis qui sont des mordus de football, à s'abonner à la chaîne YouTube et à regarder le podcast. Alors j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu et on vous reparle la semaine prochaine.